Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes en pleine forme les amis. On va traiter aujourd'hui l'UFC On ESPN numéro 63, Covington versus Buckley et récap l'UFC 310, Pantoja versus Asakura. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît et un commentaire, je vous réponds avec plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram pour les tickets des pronostics, les liens sont dans la description. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne Moment MMA, je vous conseille d'aller voir, il traite l'actualité chaque semaine dans des formats courts et très intéressants. Alors pour l'UFC 310, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. En premier catégorie featherweight, on avait Nate Lander contre Du Ho Choi. Je vous avais conseillé de choisir Nate Lander. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le combat, je ne l'ai pas reconnu. C'était pas le Nate Lander qu'on a l'habitude de voir. Il avait une stratégie vraiment bizarre. Il a avancé sur Du Ho Choi avec une garde haute dans le premier round sans proposer quoi que ce soit. Il avait l'air trop court sur les distances. Du Ho Choi, lui, par contre, il était létal sur chaque coup. Il a commencé à allumer Nate Lander assez sale déjà dans le premier round. Dans le deuxième, c'était un peu moins. Nate Lander, il commençait un peu à se réveiller, mais ça a été compliqué au final. Il n'avait pas les distances, il n'avait pas le volume, il n'y avait rien. C'était pas un Nate Lander qu'on a l'habitude de voir dans ses combats. Donc erreur pour le premier pronostic puisqu'il a perdu par KO technique au troisième round. On retrouve ensuite en deuxième combat, catégorie featherweight toujours, Brice Mitchell contre Kron Gracie. Vous avez conseillé de choisir Brice Mitchell parce que ça me paraissait compliqué pour Gracie, son dernier combat, vraiment, je m'étais vraiment demandé ce qu'il faisait dans la cage de l'UFC. Et là, on peut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'il faisait sur la carte principale. Sincèrement, il était venu pour refaire un peu la même chose qu'il avait fait lors de son dernier combat, pas de striking, sauter sur la garde, attraper son adversaire dans la garde et l'amener et le jeter au sol. J'ai pas compris au final. Bon, il a quand même un petit peu mis une alerte sur Mitchell à un moment donné sur une clé de bras. Mais au final, il s'est pris un slam dans le troisième round et il s'est fait terminer avec des coups de coude. Donc victoire par KO de Brice Mitchell dans le troisième round. Ensuite, on retrouvait catégorie heavyweight le français Cyril Gane qui faisait son retour contre Alexander Volkov pour une revanche. C'était un combat compliqué au final pour le français. Alors on a vu qu'après, au final, il s'était quand même cassé 3 doigts sur le pied. Ça peut expliquer sa prestation, il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de jab. Alors Cyril, pour moi, a quand même remporté donc le premier round avec, en mettant en danger Alexander Volkov au sol sur une tentative de soumission. En tout cas, il a bien géré le premier round, je trouve, même si c'était compliqué. Volkov était quand même, il mettait du pressing. Ensuite, le deuxième round qui fait polémique, justement, où beaucoup se demandent à qui le donner. C'est vrai qu'en le regardant plusieurs fois, c'est difficile. Je peux le donner à Cyril Gane comme je pourrais le donner à Volkov. Donc je comprends la split decision, effectivement, des juges. Ça pouvait passer d'un côté comme de l'autre, parce que le troisième round, on peut le donner à Volkov, parce qu'effectivement, il est en contrôle, mais il ne fait pas de dégâts. Et au final, je trouve que le premier round est plus impactant pour Cyril que le troisième l'est pour Volkov. Et si on avait un peu des doutes sur le deuxième, ça peut expliquer la victoire par split decision pour Cyril Gane qui était vraiment surprenante, faut l'avouer. Mais au final, quand on regarde même le nombre de coups proposés, Volkov qui crie au scandale et au vol avec 33 coups significatifs, moi personnellement je trouve ça un peu abusé. Alors c'était effectivement très très serré, mais parler de vol, faut vraiment pas suivre le MMA depuis longtemps pour parler de vol sur un combat comme ça. C'est pas possible de dire ça. C'est n'importe quoi pour moi de parler de vol sur un combat comme ça. C'est très serré effectivement. Je pense qu'un match nul aurait été vraiment plus équitable. Premier round Cyril, troisième round Volkov et match nul pour le deuxième. Et il y aurait peut-être eu moins de ralage sur les réseaux. Mais c'est vrai que les gens ils étaient pas contents. Beaucoup ont gueulé. Cyril il a pris cher alors qu'il est pour rien le pauvre. Il a pris cher sur le réseau. Bon, il ressort avec une victoire, ça fait quand même plaisir. On verra pour la suite. Apparemment, c'est Volkov qui va quand même avoir le title shot. De toute façon, Cyril est blessé, il va devoir se reposer, donc ça change pas grand chose au final. Donc bon pour ce pronostic là, avec beaucoup de chance, au final Cyril Gane est passé. Ensuite on retrouvait en co-main event catégorie welterweight Shavkat Rakhmonov invaincu contre Yann Gary invaincu. Combat compliqué à pronostiquer même si les codes donnaient Shavkat facilement vainqueur. Beaucoup voyaient Gary être capable de lui poser des problèmes et c'est vrai que c'est ce que je me disais aussi. Je pensais que Gary serait capable de poser des problèmes en striking et c'est ce qui s'est passé. Il a rendu un peu Shavkat humain entre guillemets, puisque Shavkat, pour une fois, il est allé à la décision. En plus, en 5 rounds, il a perdu le troisième round, Shavkat, mais il avait remporté les deux premiers. Ensuite, le quatrième et le cinquième, c'était compliqué, mais je dirais le quatrième est pour Shavkat, le cinquième compliqué, puisqu'effectivement, Gary a commencé à lui prendre le dos, fermeture en triangle, tentative d'étranglement. Shavkat, il semblait pas paniquer, il est sorti de là, effectivement, avec une belle façon. C'était assez impressionnant, effectivement. Rares sont ceux qui arrivent à sortir quand ils ont un triangle fermé dans le dos. Donc bref, victoire de Shavkat Rakhmonov par décision unanime.
Et ensuite, on retrouvait en catégorie flyweight pour le main event, pour la ceinture, le champion Alexandre Pantoja contre Kai Asakura. Un combat qui était à pronostiquer sur le papier. Effectivement, tout le monde voyait Pantoja l'emporter grâce à son expérience et le niveau du rising qui est un peu en dessous de celui de l'UFC. Mais je me disais que le japonais avait quand même peut-être sa chance à tenter en striking. Il avait quand même de belles victoires au rising avec ses coups de genoux dévastateurs. Effectivement, c'était surtout pour la cote, puisque sur cette carte, on avait que des petites cotes à part Netlander, Duo Choi où il y avait une cote à 2, sinon le reste c'était que des cotes à 1,30. Donc je me suis dit, s'il y avait une grosse cote à tenter entre Volkov, Kron Gracie, Yann Gary et Asakura, je préférais tenter celle du japonais. Au final, aucune des 4 n'est passée, puisque Kai Asakura s'est fait soumettre au deuxième round. Il a quand même proposé de belles choses dans le premier. En tout cas, il était venu pour faire le show, il n'était pas venu pour juste être timide dans la cage, entre guillemets. Je pense que ça a plu au public, ça a plu aussi à Dana White, donc à mon avis, on va le revoir assez rapidement, le japonais. Malheureusement pour lui, bon, il n'est pas devenu champion de l'UFC. Pantoja est vraiment le patron dans cette catégorie. Dans le premier round, c'est vrai qu'Asakura envoyait des coups très puissants, mais Pantoja il faiblissait pas, il continuait à avancer. Donc dans le deuxième round, il a emmené le japonais au sol, il l'a soumis sans trembler, donc c'était une très belle victoire pour le champion. Et au final, pour les pronostics, on termine à 3 sur 5. Erreur pour Netlander qui était méconnaissable. Et pour Pantoja contre Asakura, mais ça je vous l'avais prévenu, c'était vraiment une gambe pour aller tenter la grosse cote du japonais. Pour ce qui est des résultats, j'avais rentré quand même un ticket de 3 où j'ai combiné Cyril Gane avec Brice Mitchell et Rakhmonov. C'est le seul ticket que j'avais passé cette semaine. J'en avais tenté un sur Netlander et Asakura qui n'est pas passé. L'UFC On ESPN 63, Covington versus Buckley, se tiendra le 14 décembre, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat Light Heavyweight, Navajo Sterling contre George Tokos. Sterling, il est néo-zélandais, il a 27 ans, 5 victoires pour aucune défaite. Sur les 5 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique et une décision. Son dernier combat, c'est son combat au Dana White Contender pour intégrer l'UFC en septembre 2024. Il a battu son adversaire Philippe Latu par KO au deuxième round. Il est donc opposé à George Tokos. George Tokos, il est anglais, il a 34 ans, 10 victoires pour 4. Dans les 10 victoires, finish par KO ou KO technique, 2 soumissions et 2 décisions. Pour ses 4 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 1 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite face au français Oumar Sy, par soumission au premier round au mois de mai 2024. Pour les cotes, on retrouve gros favori Sterling avec une petite cote à 1,12 et une grosse cote à 5,40 pour Tokos. Alors Navajo Sterling, c'est un proche d'Israël Adesanya, très bon striker, sur les 5 victoires il y a 4 finishes, c'est quand même pas rien. À son premier combat contre Philippe Latu, donc on avait pu voir qu'il a très bon low kick. Il est très rapide sur les jambes, il a un bon jeu de jambes, par contre il a un peu tendance à rester statique, il n'a pas beaucoup de mouvements de tête. Il avait pris quelques coups au visage sur des petits jabs ou des petites tentatives de crochet large. Mais par contre, quand ça rentre à la mi-distance, très puissant. Philippe Latu s'était fait éteindre au deuxième round sur une gauche puissante de Sterling. Tokos, lui, dans son premier combat, il n'a pas vraiment pu s'exprimer. Il était tombé contre Oumar Sy, le français. Il s'est fait emmener au sol, il s'est fait soumettre au premier round sans avoir pu vraiment montrer ce qu'il valait en striking. Parce qu'il a quand même, sur ses 5 derniers combats, il y a quand même beaucoup de finish par KO, KO technique. Et assez impressionnant quand même. Il avait perdu à l'UFC Road to Japon, c'était en 2022 contre Ming Yang. Et je pense que c'est un peu ce qui pourrait se reproduire contre Sterling. Sterling, il a plus de puissance, je pense qu'il est plus rapide, je pense qu'il a un meilleur fight IQ, un meilleur coup d'œil que Tokos. Tokos, c'est un striker aussi, donc il n'y aura pas de lutte. Je pense que aucun des deux combattants ne va essayer de lutter ou d'essayer d'aller faire du grappling, d'essayer d'aller coller contre la cage. Je pense que ça va être du 100% striking. Et je vois une victoire de Sterling que je pense meilleure que Tokos dans tous les points. Donc à moins d'une erreur, je vous conseille de choisir Navajo Sterling les amis, je pense que ça reste le choix le moins risqué. Alors la cote est mince, ce sera uniquement pour des combinés. On retrouve ensuite en deuxième combat, catégorie Bantamweight, Adrian Yanez contre Daniel Marcos. Yanez, il est américain, il a 31 ans, 17 victoires pour 5 défaites. Sur les 17 victoires, 11 finishes par KO technique, 2 soumissions et 4 décisions. Pour les 5 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Vinicius Salvador par KO technique au premier round au mois de mai 2024. Il est donc opposé à Daniel Marcos. Marcos, il est péruvien, il a 31 ans, 16 victoires pour aucune défaite. Sur les 16 victoires, on a 8 finishes par KO ou KO technique et 8 décisions.
Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre John Castadena. C'était au mois de juin 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Daniel Marcos avec une cote à 1,51 et une cote à 2,23 pour Adrian Yanez. Alors Yanez, il est arrivé à l'UFC avant Marcos, et c'est pas non plus un vétéran, mais il est quand même là depuis les Dana White Contender depuis 2020. Il avait enchaîné une belle série de victoires avec beaucoup de finishes par KO technique, assez impressionnant, jusqu'à ce qu'il tombe contre Rob Font. À l'époque, il tentait de rentrer dans le top 10 mondial, il était 12e à cette époque-là, Yanez. Et il est tombé contre Rob Font, qui lui était classé 6e, et Rob Font ne l'a pas épargné en striking avec ses jabs, et il lui a fait vraiment mal. Il a fini par le terminer par KO technique au premier round. Yanez s'était vraiment fait surprendre sur les échanges en striking et en boxe. Ensuite, il avait pêché contre Jonathan Martinez. Il avait essayé de revenir au mois d'octobre 2023. Il s'était pris des low kicks qui lui avaient bousillé la jambe. Il avait tenu jusqu'au deuxième round, mais ça avait été vraiment difficile pour Yanez contre Martinez. Donc il avait pêché contre 2 adversaires en 2023. 2 défaites par finish. Mais c'était vraiment il commençait à rentrer dans le top du top. Je l'ai dit, Rob Font, c'était pour rentrer dans le top 10. Et Martinez, je ne sais pas où il en était à cette époque-là, mais on était autour du top 15. Il est revenu donc avec une belle victoire où il a battu par KO technique Vinicius Salvador au mois de mai, au premier round. Donc Adrian Yanez, je pense qu'il a quand même beaucoup plus d'expérience à l'UFC que Daniel Marcos. Marcos, effectivement, il a invaincu, c'est également un striker. Sur les 16 victoires, il y a 8 finishes par KO et KO technique, il n'y a pas de soumission. Donc même s'il a quand même pas mal de décisions, il avait battu Simon Oliveira par KO, c'était en 2023. Après cette split decision contre Dave Grant, en juillet 2023, là, si on doit parler de vol tout à l'heure pour Cyril Gane, ce que j'expliquais, que c'était compliqué de parler de vol pour un combat serré comme ça, je vous conseille de regarder Dave Grant contre Daniel Marcos, vous allez voir ce que c'est un vol. Marcos perd les 3 rounds, clairement il est derrière sur les 3 rounds, sur le volume et sur la précision des frappes, et pourtant il a remporté le combat par split decision, ça c'était quand même abusé. Mais il a renoué quand même avec la victoire, Daniel Marcos, on va pas non plus être trop sévère avec lui. C'était au mois de juin, donc 2024, une victoire par décision unanime où il a dominé John Castadena. Sinon, si on peut revenir en arrière, ouais, sa victoire également au Dana White Contender en 2022, c'était par décision unanime. Donc toutes ses victoires par KO et KO technique quasiment, c'était avant l'UFC. Et il a un seul finish pour l'instant à l'UFC, le reste c'est des décisions. Donc il a du mal à finir ses adversaires, Marcos. Donc ça reste un très bon striker, il a très bon low kick. Il pourra embêter Yanez là-dessus. On a vu qu'Yanez il avait pris cher contre Martinez. Après, les low kicks de Marcos, c'est pas ceux de Martinez. Attention, c'est moins puissant, mais il a quand même de très bons low kicks pour, je pense, ennuyer son adversaire. Pour la boxe, il est précis, il encaisse bien. Marcos aussi, il est capable de prendre des coups. Il est en confiance, il a invaincu après 16 combats, c'est normal. Je pense que Yanez a quand même un peu plus d'expérience pour l'instant à l'UFC, mais Yanez, il est également très bon avec sa boxe. C'est 11 finishes aussi par KO et KO technique sur les 17 victoires. Donc si on regarde après, c'est vrai que sur les 3 derniers combats, il a 2 défaites. Mais voilà, un Rob Font, Martinez, c'est du très très lourd. Avant ça, il avait quand même enchaîné une série c'était 1, 2, 3, 4, 5 combats avec des finishes par KO, KO technique et une split decision. Donc Adrian Yanez, je pense qu'il peut quand même être une forte opposition pour Daniel Marcos. Je comprends sur les cotes pourquoi Marcos est favori, parce qu'il est invaincu toujours. Il a un bon travail en low kick aussi, alors qu'Yanez c'est plutôt un boxeur. Il n'a pas un très bon jeu de jambes. Donc pour la lutte, les deux, je ne pense pas qu'ils vont essayer de lutter. À moins qu'il y en ait un qui soit vraiment dépassé en striking et qu'il n'ait pas le choix de se rabattre sur la lutte ou le grappling pour essayer de s'en sortir, pour survivre. Mais sinon, je pense qu'on va avoir le droit à un combat de striking. Ça reste quand même assez serré. Le choix le moins risqué, ça donne l'impression de partir quand même effectivement sur le combattant invaincu, Daniel Marcos. Mais je me dis qu'Yanez, il y a quand même quelque chose à tenter sur lui, il a de l'expérience. Et je suis pas certain que Daniel Marcos puisse reproduire en boxe ce que Rob Font avait fait à Yanez, ni avoir de low kick assez puissant pour le terminer avec, comme avait fait Jonathan Martinez pour venir le blesser. Sincèrement, je pense que Yanez a vraiment ses chances dans ce combat, mais c'est très serré. Donc quitte à choisir, je me dis autant tenter la grosse cote à 2,23. Celle de Daniel Marcos, elle est à 1,51, donc je le mettrai pas dans un combiné, mais je tenterai la cote à 2,23 Yanez. Ça me paraît pas mal. Donc je vous conseille de choisir Adrian Yanez, les amis, mais de rester prudent. Ce serait vraiment uniquement pour tenter la cote sur un pari simple. On retrouve ensuite en troisième combat Vitor Petrino contre Dustin Jacoby, catégorie light heavyweight.
Vitor Petrino, il est brésilien, il a 27 ans, 11 victoires pour une seule défaite. Sur les 11 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 3 décisions. Sa seule défaite, elle a été par soumission lors de son dernier combat contre Anthony Smith au mois de mai 2024. C'était guillotine choc au premier round. Il est donc opposé à Dustin Jacoby. Jacoby, il est américain, il a 36 ans, 19 victoires pour 9 défaites. Sur les 19 victoires, 12 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 6 décisions. Pour ses 9 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO contre Dominique Reyes au mois de juin 2024 au premier round. Pour les cotes, on retrouve gros favori le brésilien Vitor Petrino avec une petite cote à 1,27 et une grosse cote à 3,45 pour Dustin Jacoby. Alors Petrino, le brésilien, très bon striker. On avait beaucoup d'attentes pour lui. Je pense que c'était effectivement un gros test contre Anthony Smith. C'était son plus gros combat en carrière jusque-là, le plus gros nom qu'il affrontait. Et je sais pas ce qu'il a fait. Il a vraiment fait une erreur de plonger comme ça. Cette façon de plonger sur Anthony Smith, c'est comme si c'était vraiment offert à la guillotine. C'était vraiment une erreur technique de sa part, surtout pour un striker de sa qualité. Donc face à Jacoby, il n'aura pas ce problème. Jacoby, je le vois pas aller essayer de faire du takedown, de plonger dans les jambes et d'aller lutter. Jacoby, il était au Glory avant, c'est un ancien kickboxer. Il aime le striking aussi. Sur les 19 victoires, il y a 12 finishes quand même. Alors même effectivement, s'il s'est fait battre par KO contre Dominique Reyes lors de son dernier combat, il avait quand même un peu cherché, il était un peu trop agressif et il s'était fait contrer. Avant ça, il avait perdu contre Alonso Menifield, c'était en décembre 2023, Jacoby. La dernière victoire, c'est un KO technique au mois d'août l'année dernière contre Kennedy Zenshuku. Et c'était au premier round. Sinon, à part ça, il avait perdu 2 autres combats avant ça, en 2023 et 2022 contre Khalil Rountree, par split decision. Donc sur les 5 derniers combats de Dustin Jacoby, il n'y a quand même qu'une seule victoire, 4 défaites. C'est assez maigre effectivement. Je pense que ça va être difficile face à la puissance, la vitesse et la jeunesse de Vitor Petrino. Vu qu'on a affaire à 2 strikers, on n'aura effectivement pas de lutte. Enfin, Petrino, il nous a quand même surpris à plonger dans les jambes d'Anthony Smith lors de son dernier combat. C'est vrai que c'était surprenant. Je pense qu'il ne va pas recommencer ça. Je le vois bien striker, essayer d'aller terminer Jacoby grâce à sa vitesse et la puissance de ses points. Attention quand même à Jacoby, hein. C'est un très bon kickboxer, très bon striker. Il a aussi du punch. Et même si effectivement il est plus vers la fin de carrière, hein, il est plus tout jeune, il approche de la quarantaine, il a déjà 36 ans. Voilà, je pense que l'expérience, faudra quand même que Petrino fasse attention. Il a eu une alerte lors de son dernier combat, il a fait une erreur et il a perdu. Je pense que ça reste quand même plus prudent de rester sur le brésilien, de parier sur la jeunesse, l'explosivité et la puissance de Vitor Petrino. Donc je vous conseille de choisir le brésilien, Vitor Petrino les amis, je pense que ça reste le choix le moins risqué. Comme pour le premier combat, la cote est assez basse, ça restera pour des combinés. On trouve ensuite en quatrième combat catégorie flyweight, Manel Kape contre Bruno Silva. Manel Kape, il vient d'Angola, il a 31 ans, 19 victoires pour 7 défaites. Sur les 19 victoires, 11 finishes par KO ou KO technique, 5 soumissions et 3 décisions. Pour ces 7 défaites, il a perdu 2 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Mohamed Mokaev, c'était au mois de juillet 2024. Il est donc opposé à Bruno Silva. Bruno Silva, il est brésilien, il a 34 ans, 14 victoires pour 5 défaites. Sur les 14 victoires, 6 finishes par KO technique, 4 soumissions et 4 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission, 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au mois de juillet 2024 contre Cody Durden. Pour les cotes, on retrouve gros favori Manel Kape avec une petite cote à 1,25 et une grosse cote à 3,60 pour Bruno Silva. Alors Manel Kape, c'est un ancien champion du Rizin. Il avait été champion du Rizin en battant Kaya Sakura justement à l'époque, en 2019, et ensuite il avait intégré l'UFC et il avait perdu contre Alexandre Pantoja pour son premier combat à l'UFC, exactement comme le japonais. Il avait ensuite perdu contre Mateus Nicolo par split decision. Je pense que c'était un peu comme le japonais, c'était le temps de passer du ring à la cage. Ensuite, il avait enchaîné une très belle série de victoires jusqu'à perdre contre Mohamed Mokaev. Alors c'est un très très bon striker Manel Kape, très vif, très rapide. Quand il tombe contre des combattants qui sont plus complets, qui sont capables de lutter, de l'emmener au sol, de faire du grappling, ça peut être plus compliqué pour lui, on l'a vu contre Mokaev lors de son dernier combat. Mais s'il tombe contre des strikers, des très bons strikers, son avant-dernier combat à Manel Kape contre Felipe Dos Santos, le jeune brésilien, je vous conseille de regarder. Dos Santos, c'est un jeune brésilien très agressif, avec un style à la shoot box qui vient avec un gros muay thai. Il était rentré sur Manel Kape il avait rien à perdre Dos Santos sur ce combat-là.
Et franchement, ça avait été compliqué pour Cap à gérer, mais Manel Cap, c'est là qu'on avait vu vraiment son niveau en striking. Il n'avait pas paniqué, il était resté propre. Il avait montré sa puissance, ses contres vraiment impeccables. Donc Manel Cap, très très bon striker. Et après cette série de 4 victoires, donc il a échoué face à Mohamed Mokaef, qui a effectivement ne fait que lutter, a emmené Manel Cap au sol. Il n'a pas proposé grand chose une fois au sol, Mokaef. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de dégâts, c'était un combat très chiant. Attention quand même, je pense à Bruno Silva. Le Brésilien, les cotes, ça reflète pas vraiment son niveau. On voit une cote à 1,25 pour Cap et 3,60 pour le Brésilien. On se dit tout de suite, le Brésilien n'a pas le niveau, je suis pas d'accord. Bruno Silva, c'est également un très bon striker. Il est sur une série de 4 victoires avec 4 finishes, 2 finishes par KO technique, un gros KO sur Victor Rodriguez en 1 minute au premier round. Il avait soumis le striker Tyson Nam, c'était au deuxième round en 2023. Il a surtout endormi Cody Durden, il lui a refait le visage au deuxième round au mois de juillet. Impressionnant, ces 2 défaites, si on regarde, c'était contre David Dvorak par décision unanime en 2020 pour le Brésilien, mais c'était à cause de la lutte, c'est un peu le même problème que Manel Cap là-dessus pour le Brésilien. C'est-à-dire que c'est un très bon striker, mais s'il tombe contre des combattants avec une lutte plus complète, ça va devenir difficile. Après, il se relève très très bien des takedowns Manel Cap. Bruno Silva, excusez-moi. Il a une très bonne défense de takedown, même s'il se fait emmener au sol, il prend peu de dégâts, il est capable de se relever, de trouver la solution pour se rapprocher de la cage, être capable de se relever. On l'avait vu contre Tagir Ulanbekov, il avait perdu en octobre 2020. C'était ses 2 défaites à l'UFC en 2020 au Brésilien. Et Tagir est très grand pour la catégorie. C'est un bourbier à gérer pour les flyweight. Puis il s'était fait emmener au sol plusieurs fois le Brésilien, mais il avait quand même montré de belles choses. Et derrière ces 4 séries de victoires enchaînées avec 4 finishes, impressionnant. Ça va être un très gros test pour Manel Cap, je pense. Faut pas dormir sur le Brésilien. Alors, je comprends pourquoi Manel Cap est favori. Je le vois quand même devant striking. Je le pense plus complet que Bruno Silva. Mais Bruno Silva tape fort aussi. Il a de la puissance dans les points pour un flyweight. Donc cette fois-ci, ça va quand même être un combat très serré. J'ai pas envie de prendre de risques cette fois-ci avec la grosse cote du Brésilien parce que je pense que Cap reste quand même plus complet sur l'ensemble et je le vois quand même être capable de dominer Silva. C'est un combat en 3 rounds, mais il faudra qu'il reste prudent, il faudra qu'il reste appliqué parce que le Brésilien c'est du très haut niveau aussi et je pense qu'il a également ses chances de remporter le combat. Donc restez prudent sur ce combat-là les amis. Manel Cap peut-être dans un seul combiné vu que la cote est basse, une cote à 1,25 c'est pas énorme. Mais prenez pas de risque parce que sincèrement, je pense que ça va quand même être un combat très difficile pour lui. On retrouve ensuite en co-main event catégorie featherweight Cub Swanson contre Billy Quarantillo. Cub Swanson, c'est un vétéran, il a 41 ans, 29 victoires pour 14 défaites. Il est américain. Sur les 29 victoires, 13 finishes par KO ou KO technique, 4 par soumission et 12 décisions. Pour ses 14 défaites, il a perdu 3 fois seulement par KO KO technique, 7 fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision contre André Fili. Un combat assez compliqué, effectivement. Moi, je voyais Cub Swanson l'emporter. On en est encore sur les combats difficiles à juger par rapport à ce qui se passe sur la polémique autour de Cyril Gane et Volkov. Je vous conseille de regarder Cub Swanson contre André Fili et d'aller me dire vraiment si vous trouvez que Cub Swanson méritait la défaite sur ce combat-là. Ça arrive très souvent, les combats serrés à l'UFC, les split decision. Et là, ça fait polémique parce que ça tombe sur Cyril Gane, le français, forcément. Mais je vous assure que c'est assez coutumier à l'UFC, on en a souvent. Donc si vous avez des doutes, allez regarder ce combat-là, vous vous rendrez compte. Bref, petit aparté, il est donc opposé à Billy Quarantillo. Billy Quarantillo est également américain, 36 ans, c'est aussi un vétéran. 18 victoires et pour 6 défaites. Sur les 18 victoires, 8 finishes par KO technique, 5 soumissions et 5 décisions. Sur les 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO et KO technique, 1 fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par soumission au deuxième round contre Youssef Zalal, c'était au mois de mars 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Billy Quarantillo avec une cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour Cub Swanson. Alors sur le papier, je donnerais l'avantage en striking à Cub Swanson. Sur les 29 victoires, il y a 13 finishes quand même par KO technique. Cub Swanson, c'est un très bon striker, il a un très bon jeu, de très bons low kicks, des front kicks, il a une bonne boxe, il est agressif. Vraiment, dans son dernier combat contre André Fili, il avait montré pas mal d'agressivité. Il s'était fait emmener 1 ou 2 fois au sol, mais il avait réussi à se relever sans prendre de dégâts. Il s'était fait coincer un peu contre la cage, mais ça n'avait pas duré. Il arrivait à retourner son adversaire. Vraiment une split decision en défaite que j'avais pas compris. Avant ça, il avait battu Hakim Dawodu par décision unanime au mois d'août 2023. Et là, c'est un peu l'inverse. J'avais pour moi Hakim Dawodu devant. J'avais été surpris de la victoire de Cub Swanson. Donc vous voyez, à l'UFC, les décisions, c'est souvent litige à polémique.
Avant ça, il avait perdu par KO technique contre Jonathan Martinez avec ses puissants low kicks. Donc il a un énorme parcours, hein, Cub Swanson, je ne vais pas tout vous faire, mais si on remonte en 2017, il affrontait Brian Ortega, en 2018 Frankie Edgar, il a affronté Max Holloway, il avait affronté déjà Frankie Edgar en 2014, il est à l'UFC depuis très longtemps, il avait battu Charles Oliveira par KO, c'était à l'UFC 152 en 2012, donc il a affronté les meilleurs, hein. Il est à l'UFC, il était même au WEC avant ça, il faisait partie de ces combattants qui avaient intégré l'UFC après que le WEC avait été racheté. Donc il est arrivé en 2011, rendez-vous compte, hein, 2011 quand même. Il a énormément de combats à son actif à l'UFC, il a toujours pêché contre les meilleurs, Cub Swanson, mais ça reste un combattant avec beaucoup d'expérience, très bon striking, grosse défense contre les takedowns. Billy Quarantillo, face à lui, je pense qu'en striking, il ne sera pas avantagé. Il n'a pas un très bon jeu de boxe, plutôt moins, je dirais. Je dirais plutôt que je pense que le game plan de Quarantillo, ce sera d'essayer d'annuler Swanson, de le bloquer, d'essayer de lutter, de le coller contre la cage, d'essayer de l'emmener au sol. Je pense que ça va être difficile pour lui du coup, parce que je le disais, Cub Swanson, il a une bonne résistance au takedown. On a vu dans ses dernières sorties, hein, du coup, Quarantillo, la soumission dans son dernier combat contre Youssef Zalal. Avant ça, il avait dominé Damon Jackson au mois d'août 2023 sur 3 rounds. Damon Jackson, il est sur une seule victoire sur ses 5 derniers combats, donc c'était pas une dinguerie non plus d'aller le battre. Et Edson Barboza, il avait perdu contre Edson Barboza, Billy Quarantillo, son 3e combat en arrière, c'était en 2023. Il avait pris un gros KO au premier round, donc sur un coup de genou. Avant ça, il avait quand même battu Alexander Hernandez par KO technique, mais Hernandez, je trouve, c'est quelqu'un qui a vraiment un parcours en dents de scie. C'est pas non plus exceptionnel d'avoir une victoire sur Hernandez. Et il avait perdu contre Shane Burgos en 2021. Il avait perdu contre Gavin Tucker également par décision en 2020. Vraiment un gros parcours en dents de scie aussi pour Quarantillo sur ses dernières sorties. Il faut remonter depuis les Dana White Contender en 2019 pour qu'il ait enchaîné plus de 2 victoires d'affilée. Donc compliqué, hein, de le voir s'en sortir contre Cub Swanson. Faut voir où sera l'envie. Les deux, c'est des vétérans. Même s'il a 40 ans passés, Swanson, il a déjà 36, hein, 40 kilos, donc il est plus tout jeune non plus. Et sincèrement, je donnerais quand même l'avantage à Swanson. Parce que Quarantillo, pour gagner, il va devoir essayer de lutter, il va devoir réussir pendant 3 rounds à garder Swanson au sol, à réussir à le coller contre la cage, et je pense que ça va quand même être compliqué. Le striking, on a vu qu'en boxe, il aime pas trop prendre de coups non plus, Quarantillo, donc je pense que Swanson, il y a une carte à jouer avec son striking. L'envie, même à 41 ans, je pense qu'elle est toujours là. Dans son dernier combat, il a dû rester une espèce de frustration, cette défaite par décision, split decision, alors que pour lui, comme pour beaucoup de gens, je pense qu'il avait remporté le combat. Donc sincèrement, je pense que la cote de Swanson du coup est intéressante, une cote à 2,23. Ça reste effectivement serré entre les deux, hein, 1,58 pour Quarantillo, mais un peu comme à l'image tout à l'heure de Yanez contre Marcos, je pense choisir Cub Swanson pour un pari simple. Donc je vous conseille de choisir Cub Swanson, les amis. Ça reste un choix un peu risqué, donc restez prudent. Pour un pari simple uniquement, je pense que ça peut le faire. Et on retrouve ensuite en main event Colby Covington contre Joaquin Buckley dans la catégorie welterweight. Colby Covington, il est américain, c'est un vétéran, il a 36 ans, 17 victoires pour 4 défaites. Sur les 17 victoires, 4 finishes par KO technique, 4 soumissions et 9 décisions. Pour les 4 défaites, il a perdu une fois par KO, une fois par soumission, 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Leon Edwards au mois de décembre 2023 pour la ceinture welterweight. Il est donc opposé à Joaquin Buckley. Buckley, il est américain également, il a 30 ans, 20 victoires pour 6 défaites. Sur les 20 victoires, on a 14 finishes par KO technique et 6 décisions. Pour les 6 défaites, il a perdu 4 fois par KO ou KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Stephen Thompson au 3e round au mois d'octobre 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Joaquin Buckley avec une cote à 1,32 et une cote à 3,05 pour Colby Covington. Alors sur le papier, c'est vraiment vétéran Covington contre, on va dire, jeune prospect entre guillemets pour Joaquin Buckley. Buckley est un ancien middleweight, il avait quand même affronté Nassourdine Imavov à l'époque, il faut se rendre compte au genre de gabarit auquel il faisait face. Il avait eu de belles réussites quand même dans la catégorie, on se rappelle de son superbe coup de pied et son KO retourné contre c'était contre Ipa Kazanganes, c'était en 2020 déjà, ça remonte assez loin. Ensuite, il avait eu une défaite contre Alessio Di Chirico, il s'était pris un KO. Et ses 2 derniers combats en middleweight, donc contre Nassourdine où il perd par décision. Et il prend ensuite un KO en 2022 contre Chris Curtis. À partir de là, il passe chez les welter, il enchaîne les victoires. Il avait battu Alex Morono, Vicente Luque en 2024, au mois de mars 2024. Luque était quand même... il n'avait pas fait grand chose dans ce combat, il était assez fantomatique, j'avais trouvé. Il y avait eu un gros pressing aussi de Buckley, faut dire, qu'il avait battu donc par KO technique au 2e round au sol, après une grosse série de frappes.
Il avait ensuite dominé Nursultan Ruziboev au mois de mai 2024. Il a enchaîné les combats cette année, hein. 3 combats déjà en 2024 pour Buckley. Et ensuite au mois d'octobre, son KO au 3e round contre Stephen Thompson, où il était un peu dominé très légèrement sur les 2 premiers rounds, on va dire. En striking, il y avait un très beau striking de Thompson. Je pense qu'il se dirigeait peut-être vers une victoire par split decision avant que Buckley ne lui inflige le KO dans le 3e round. Je me souviens plus si c'était un 3 ou un 5 rounds. Est-ce qu'il y aurait eu 2 rounds supplémentaires derrière? Je me rappelle pas bien. Mais en tout cas, gros KO de Buckley sur le très bon striker Stephen Thompson. C'était assez impressionnant. Donc je pense que Covington va avoir très fort à faire face à Buckley. Depuis qu'il est chez les welter, il est inarrêtable. Covington, bah, lui, il a quand même beaucoup de combats pour la ceinture sur ses dernières sorties. Contre Edwards, donc il a perdu. Avant ça, il avait battu Georges Masvidal, ça remonte déjà à 2022. Il a fait vraiment un seul combat par an sur les 4 dernières années, les 5 dernières années même quasiment, Covington. On remonte à 2018 où il était devenu champion contre Rafael dos Anjos. Ensuite, il avait battu l'ancien champion en 2019, Robbie Lawler. Sa défaite contre Ousmane pour l'unification entre guillemets des titres où il avait perdu par KO technique. Ensuite, il avait battu Woodley, c'était en 2020. On revient ensuite un an après où il repère contre Ousmane par décision pour la revanche. Et après, donc Masvidal et Edwards. Donc, peu actif, hein, Covington. C'est dommage, je trouve qu'il avait quand même. Il aurait pu essayer de faire plus de combats sur ces dernières années. Surtout qu'il a déjà 36 ans, le temps passe. Et personnellement, je l'ai vraiment pas trouvé fou sur sa dernière sortie contre Leon Edwards. Je sais pas ce qu'il a et pourquoi il a attendu autant de temps avant d'essayer de lutter contre Edwards. Il faisait que du striking, donc il se faisait dominer. Et quand il s'est mis à enfin lutter, Covington, il a un peu mis Edwards en danger, entre guillemets, mais au final, c'était trop tard. Donc il avait perdu par décision unanime. Et je l'avais vraiment trouvé. Il n'avait pas proposé grand chose. Je pense que contre Buckley, le striking, ça va aussi être un peu compliqué. La puissance sera du côté de Buckley. Covington, il n'a pas non plus la puissance dans les points pour endormir ses adversaires. En général, il les fatigue avec un gros pressing avec sa lutte, son pressing contre la cage. Contre Buckley, on a vu que Buckley, bah, lui, c'est plutôt l'inverse, il va essayer de résister. Mais sur ses dernières sorties, Buckley s'est montré capable de lutter, d'emmener ses adversaires au sol. Contre Luque, contre Ruziboev, c'était assez impressionnant et surprenant pour un striker de se mettre à lutter et d'avoir une belle réussite comme ça. Il n'y a quand même aucune victoire par soumission sur les 20 victoires, hein, de Buckley. Il y a 14 finishes par KO technique. Donc je pense que contre Covington, je ne sais pas s'il va essayer de lutter. Je pense qu'à mon avis, il va plutôt essayer de rester debout, garder le combat debout et punir Covington avec sa puissance. Covington, s'il est intelligent, il devrait essayer de lutter. Il ne l'avait pas fait contre Leon Edwards. Vétéran, déjà 36 ans. Joaquin Buckley, lui, il est dans son prime physique et mental. Il est en confiance. Il est sur une vraie série de victoires. En welterweight, il est invaincu. Si je dis pas de bêtises, ouais, il me semble qu'il a invaincu. En tout cas à l'UFC. Et puis du coup, bah, il est en confiance, je pense. Donc je vois peu de chemin pour la victoire pour Colby Covington. Je pense que ça va être une passation de pouvoir. On va voir un jeune montant rouler sur un ancien vétéran. Alors Covington, il reste quand même très bon. On l'a vu sur ses combats contre Ousmane. Très bon lutteur quand même. C'est compliqué d'emmener Colby Covington au sol et de le dominer. On a vu comment il avait battu justement dans son avant-dernier combat Georges Masvidal, en pourrissant un peu le combat, en l'emmenant au sol, en faisant pas grand-chose non plus. Mais c'était une victoire quand même en 5 rounds. Capable de faire un 5 rounds contre Edwards avec du cardio. Buckley, je pense que le cardio sera là aussi. Donc on pourrait avoir une décision. Ça va être compliqué d'aller finir Colby Covington pour Buckley, je pense, à moins qu'il réussisse à le toucher durement en striking. On pourra avoir un combat en 5 rounds. Il est possible que Buckley, peut-être sur les derniers rounds, ça commence à devenir compliqué en cardio, faut voir. Mais même si Covington réussit peut-être comme contre Leon Edwards à se réveiller dans les derniers rounds, je suis pas certain que ce soit suffisant pour aller chercher la victoire. Donc je vois vraiment peu de chemin pour l'américain Covington pour essayer de battre le jeune montant Joaquin Buckley. Ça me paraît vraiment trop compliqué. Donc je vous conseille de choisir Joaquin Buckley, les amis. Petite cote, effectivement à 1,32. Ça restera comme pour les petites cotes Manel Cap et Navajo Sterling pour des combinés. Par contre, cette semaine, vous pouvez donc tenter Adrian Yanez et Cub Swanson sur des paris simples. Je pense que ça peut le faire. Pour le reste, ça va être des combinés de petites cotes. Restez quand même prudents, les amis. Tout est possible en MMA comme d'habitude. Voilà les amis, on en a terminé, j'espère que ces pronos vont être bons, qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Si jamais il y en a, je le mettrai comme d'habitude en commentaire épinglé. On se retrouvera du coup dans 3 semaines après les fêtes pour l'UFC Fight Night 249, Dern versus Ribas numéro 2 qui se tiendra le 11 janvier. On aura également sur la carte principale César Almeida contre Abdulrazak Al-Hassan. Pensez à vous abonner les amis, à laisser un pouce en l'air pour le référencement, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne.
Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs. C'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie. De l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit au moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à dans 3 semaines. Ciao à tous.